entrer dans le troisième. Donc ça fait 9 mois, donc ça fait long, ça fait quasiment le temps d'une grossesse, ça fait 9 mois que nous sommes à notre rencontre de façon quasiment bi-hebdomadaire sur un maximum de sujets sur la société israélienne, sur l'actualité, sur le calendrier juif, sur l'art, la culture, et j'en passe, et d'autres, et des meilleurs. Et j'espère que nous finirons bientôt ces rencontres partout pour pouvoir se rencontrer de façon directe à votre rencontre à Paris. En tout cas, la série de conférences Israël Service chez vous, à l'initiative de l'Organisation sioniste mondiale, du département de la promotion de l'ALIA et du département des activités sionistes, avec Yasmine Manaim à Paris, le directrice du programme, et Naftali Lévy à Jérusalem, continue. Aujourd'hui, avec, comme je l'ai dit, nous essayons de coller l'actualité. Alors aujourd'hui, nous avons une commémoration assez particulière. Il y a maintenant 73 ans, si je me trompe, le 29 novembre 1947, la Société des Nations déclarait le plan de partage de la Palestine. Et alors, ce qui est très intéressant dans cet événement, qui est aujourd'hui un peu moins marqué qu'il y a quelques années, c'est d'abord, alors que c'est une date française, une date, j'allais dire, grégorienne, elle est en Israël marquée par une date hébraïque. On dit le 15 novembre et pas le 29 novembre. Et deuxièmement, quelque part, on a l'impression que cette date, quelque part, est peut-être plus importante que la date de l'indépendance qui a été déclarée de façon unilatérale, alors que là, c'était la reconnaissance des nations du futur État juif. Voilà, et pour cela, nous avons invité un invité connu de nos auditeurs. Il s'agit de l'historien Eliyahu Atlan. Eliyahu Atlan habite à Kiryat Arba, Hebron, depuis de très nombreuses années. Il a écrit plusieurs livres sur Hebron et sur d'autres sujets encore. C'est un professeur d'histoire émérite qui a accepté de partager avec moi un certain nombre de réflexions sur cette date, tout ce qu'il y a autour, des anecdotes, mais aussi le côté historique. Voilà, nos rendez-vous se passent de façon générale, comme vous le voyez, donc, en direct et sur Zoom et en parallèle sur Facebook. Et ensuite, ils seront diffusés sur notre bibliothèque de l'Organisation sioniste mondiale pour les gens qui veulent suivre, les gens qui ont raté ce rendez-vous. Alors, comme vous le voyez, vos micros sont fermés pour des raisons que nous soyons un peu plus audibles, plus facilement, et donc vous avez à votre disposition le chat. Je voyais déjà pas mal de personnes qui s'en servent pour se souhaiter des bonjours, des chamboitons, mais plus tard, pouvoir poser des questions, des remarques, des suggestions, des informations complémentaires à notre conférencier et à tous les participants. Voilà, je vous souhaite chamboitons. À très bientôt. En fin d'émission, nous donnons un rendez-vous exceptionnel déjà pour demain, pour une rencontre aussi pas moins particulière que celle d'aujourd'hui. Voilà, je remercie mon ami Eliyahu Atlan d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Shavuot à tous. Toda Rabba Avi. Je regarde les personnes qui apparaissent sur le petit écran. Je m'adresse particulièrement à Irena. Et elle faisait des signes avec son index sur son oreille. Moi aussi, je crois que la qualité du son n'était pas extraordinaire. Alors, je vais essayer de parler doucement et j'espère que vous entendrez bien. Jusqu'à présent, ça va? Okay. Merci, Eliyahu, on t'entend très bien. Eliyahu, on t'entend très bien. Merci, Naftali. D'accord. On m'a demandé, Yasmine, que je salue ici, m'a demandé de consacrer quelques petites secondes sur mon alia. On a affaire à une activité de l'Organisation sioniste mondiale. Et il y a quelques jours, dans le cadre d'un projet qu'on essaye d'organiser avec des amis, comme Gérard Soufir qui nous regarde maintenant, comme Avi qui nous a introduits, j'ai eu l'occasion d'expliquer un peu les années de ma jeunesse, c'est-à-dire la transition de l'adolescence à l'âge adulte. Âge adulte, je ne sais pas si je l'ai encore atteint, mais adolescent, malheureusement, je ne le suis plus. Mais c'était les années 70, et ces années-là, elles ont été marquées par une certaine forme de violence, pour répondre à la question, à la demande de Yasmine. Et cette violence, elle avait deux raisons totalement différentes. La première, c'était la guerre de Kippour, bien sûr. Chacun d'entre nous s'en rappelle, 1973,
une guerre qui commence de manière terrible et tout le monde juif est angoissé et on a peur du pire. Donc, sans aucun doute, cette guerre de Kippour a laissé des traces, j'aurais voulu dire des cicatrices, et malheureusement, les vraies cicatrices, elle les a laissées envers ceux qui ont combattu là-bas. Mais chez nous, juifs de France, en tout cas, et du monde entier, elle a laissé un traumatisme indéniable. Et la deuxième caractéristique de cette époque, c'était, je pense que vous vous en souvenez, c'était l'extraordinaire explosion des films de karaté avec Bruce Lee et toutes ces choses-là. Okay? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait un uniforme. L'uniforme de la jeunesse militante, c'était le doubon. Et le doubon, vous vous rappelez, c'était ce manteau vert de l'armée israélienne. Okay? Et pour les personnes qui militaient dans des mouvements, comme Avi, comme Gérard, comme moi-même, comme notre ami Moshe Cohen, qui devrait être là aussi, c'était à l'intérieur un nunchaku. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est le nunchaku? C'est deux morceaux de bois avec une chaînette comme ça. Et Bruce Lee faisait des dégâts terribles avec ce nunchaku. Et nous, on essayait modestement d'aller sur ces traces avec des résultats sensiblement différents. Et donc, je voulais présenter donc mon alia dans le cadre d'un mouvement sioniste, d'un mouvement militant. Et je pense qu'elle s'est faite dans les meilleures conditions, aussi pour des raisons d'âge. Je suis monté un peu avant 18 ans, donc j'ai eu l'occasion de refaire mon bac en Israël, de faire mon armée et de rentrer à l'université. Je n'avais pas encore en charge une famille, une femme, des enfants. Je n'avais pas encore de problème, de projet pour savoir quel va être mon avenir, quel va être le métier que je vais choisir. Donc, moi, je remercie Dieu. Je pense que j'ai fait mon alia dans le cadre le plus facile. Ensuite, j'ai continué mes études à l'université de Jérusalem. Avec Avi, on a usé nos fonds de culotte dans les mêmes bancs. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, j'enseigne l'histoire juive à Kiryat Arba, dans une ulpena, un lycée pour jeunes filles, et à Ma'ale Hever, à une yeshiva tichonit, un lycée yeshiva. Quelques mots pour me présenter et ma petite histoire d'Alia. Avec votre permission, on va essayer de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et je voudrais vraiment féliciter les instigateurs de cette activité parce que malheureusement, cette date-là, elle passe inaperçue, même en Israël. Vous savez que pratiquement dans toutes les grandes villes israéliennes, il y a la rue du 29 novembre 1947. Mais la date israélienne, elle est un peu bizarre. Elle commence comme une date hébraïque. Vous connaissez par exemple la date de Tou Bishvat. Qu'est-ce que c'est Tou? C'est la lettre Tet et la lettre Vav, 9 et 6, pour dire le 15 du mois de Shvat. Okay? Alors, cette date-là, elle s'appelle Kaf Tet Benovember. Kaf Tet, Kaf c'est 20, Tet c'est 9, le 29 novembre. C'est-à-dire, elle commence comme une date hébraïque, Kaf Tet, et au lieu d'avoir un mois hébraïque qui suit, on a un mois loasi, comme on dit, chrétien, quoi, occidental, novembre. Okay? Quelle est la raison? Je l'ignore. J'ai entendu beaucoup de conférences là-dessus, et très souvent, les conférenciers commencent par cette remarque-là, et chaque fois, on s'attend à ce qu'ils donnent une réponse, et on reste sur notre faim. Alors, j'espère que vous avez eu un bon petit déjeuner ce matin, parce que vous allez rester sur votre faim là aussi. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi on a gardé le souvenir de cette date-là, moitié hébraïque et moitié occidentale, novembre. Kaf Tet Benovember. Mes amis. Donc, s'il y a parmi nos auditeurs des gens qui ont une réponse, ils sont priés de nous écrire, de nous la transmettre. Oh, merci. Maman, c'est une très bonne remarque. Mes amis, la résurrection nationale d'Israël a été conséquente à 4 grandes déclarations. Okay? Alors, la première déclaration, c'est la déclaration Balfour. Et je suis sûr que vous avez tous entendu parler. Okay? Le 2 novembre 1917, le ministre des Affaires étrangères britannique, Lord Balfour, envoie un télégramme à Lord Rothschild, un député britannique juif de la très célèbre famille Rothschild, et il lui annonce la nouvelle suivante. Il lui dit: le gouvernement de sa gracieuse majesté
voit d'un œil favorable l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Et dans le monde juif, mes amis, ça a été une explosion de joie. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire juive, on ne pouvait pas ne pas penser à la déclaration du roi Cyrus, le roi perse, 2000 ans auparavant, qui annonçait aux exilés de Babylone, vous savez que la Babylonie va tomber sous les armées perses, et toutes les personnes, tous les Judéens qui ont été exilés de la Judée en Babylonie vont se retrouver sous une autorité politique perse. Et ce premier grand roi perse, Cyrus, en hébreu Koresh, va donner, j'allais dire une déclaration Balfour, mais c'était lui le premier. Balfour n'a fait que copier le modèle de Cyrus. Et Manitou de mémoire bénie, le Rav Léon Ashkenazi, il nous disait la chose suivante. Le retour d'Israël sur sa terre ne peut pas se dérouler comme l'activité d'un voleur dans la nuit. Au contraire, c'est un événement de portée mondiale. Et aujourd'hui encore, cette vérité de Manitou est vérifiée tous les jours à l'ONU. Vous savez que sur les centaines de résolutions que cette organisation, pas très sympathique et pas très honnête, les centaines de résolutions qui vont être adoptées, plus de 80% vont avoir attrait à Israël. Comme si que tous les problèmes du monde se résumaient à ce qui se passe ici en Israël. On ne parle pas de la Corée du Nord, on ne parle pas de l'Iran, on ne parle pas de l'Algérie, du Pakistan, de tous ces pays horribles où la valeur humaine n'a pas plus de valeur qu'un, comme on dit dans le Talmud, qu'une épluchure d'ail comme ça, klipat hashum. Okay? Alors non, c'est Israël qui hante leur nuit et qui nous empoisonne la vie à nous. Donc effectivement, la déclaration Balfour est une déclaration extrêmement importante. On pourrait en parler des heures. Et avec votre permission, je voudrais juste donner quelques petits détails croustillants comme ça. Est-ce que vous savez que les Anglais accordent la Palestine aux Juifs, comme le texte de la déclaration, alors qu'ils ne possédaient pas encore la Palestine? On est à la dernière année de la Première Guerre mondiale. Les troupes britanniques s'organisent en Égypte pour faire la conquête d'Eretz Israël. Excusez-moi si je ne dis pas le mot Palestine, c'est un mot qui me fait horreur. Okay? Ils vont essayer une première fois, ils vont échouer. Et ça n'empêche pas le gouvernement britannique de donner, entre guillemets, Eretz Israël au peuple juif, alors que Eretz Israël est encore sous le joug des Ottomans, de l'ennemi ottoman. Okay? Donc, en quelque sorte, les Britanniques vont vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Maintenant, les Juifs, à cette époque-là, en Eretz Israël, ne représentent même pas 3% de la population. Okay? Pour les Arabes, c'est un coup qui va les assommer complètement. Quelle est la logique de cette déclaration-là? Les Juifs ne représentent rien. Et là encore, on voit, d'abord, permettez-moi de dire, du fait que je porte une kippa sur la tête, que je vois là vraiment l'intervention de la providence divine. Okay? Alors, selon les sources britanniques, on est persuadé que on vit la dernière année de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Encore, les chances sont 50% des deux côtés. Et les Anglais sont convaincus que la seule manière de gagner cette guerre, c'est d'arriver à entraîner les États-Unis à prendre position. Alors que la position américaine, elle se fige dans ce qu'ils appellent une politique d'isolationnisme. Ils ne veulent pas se mêler de ce qui se passe en Europe. Pour eux, l'Europe, c'est un lit de malade. Ils ne veulent pas rentrer là-dedans. Et en Angleterre, autour du ministère des Affaires étrangères, on est persuadé que la seule manière d'amener les États-Unis à prendre position du côté démocratique, du côté anglais et du côté français, c'est d'arriver à mobiliser la communauté juive. Et lorsqu'ils vont donner la déclaration Balfour, ils sont persuadés que le lobby juif américain, il faut croire qu'il était déjà suffisamment significatif, va faire pression sur le gouvernement américain et le gouvernement américain va rentrer en guerre.
du côté anglais, bien sûr, ce qui va apporter la victoire dans le camp des Alliés. C'est une première raison. Une deuxième raison, et je passe vite aux autres points, une deuxième raison, c'est qu'on est particulièrement convaincu qu'à cette époque-là, on a très peur du communisme en Europe. Et on est convaincu que le communisme est une idéologie judéo-socialiste. Et les Anglais disent, si on donne une déclaration Balfour, alors on va attirer des milliers de jeunes juifs russes. On va les sortir de la Gironde communiste et révolutionnaire, et on va les attirer vers le sionisme. Et où est la vérité? Je ne sais pas. Les historiens se bataillent à coups d'arguments. Je viens de rappeler ici deux pensées qui étaient dans l'air comme ça, qui étaient peut-être davantage des préjugés que des réalités historiques. En tout cas, ils ont fait leur effet et la déclaration Balfour est arrivée. La déclaration Balfour, on a dit donc 1917. En 1920, mes amis, on est 2 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, va se créer une société qui s'appelle la Société des Nations. Cette espèce de rassemblement des pays vainqueurs qui veut créer un espèce de tribunal des nations qui a pour but d'empêcher les nouveaux conflits dans le monde, de nouvelles guerres. Et donc cette Société des Nations va s'organiser et elle a beaucoup à faire. Elle doit réparer le monde d'une guerre qu'on a qualifiée de guerre mondiale. Et ce n'est pas facile. Et donc un des comités de cette réunion va se réunir dans la ville de San Remo en Italie et va décider de l'avenir des provinces ottomanes. Les Ottomans étaient dans le mauvais camp, l'Empire ottoman va se désintégrer et on va donner l'indépendance. Déjà à cette époque-là, le nationalisme donne ses premières lueurs au Moyen-Orient et on va décider de diviser l'Empire ottoman en différents nationalismes et États-nations, avec la Syrie, le Liban, l'Égypte va demander son indépendance. Et donc, on va profiter donc de ce démembrement de l'Empire ottoman pour valider la déclaration Balfour. Parce que vous comprenez que lorsque l'Angleterre donne cette déclaration au monde, ça n'engage qu'elle-même, ce qui n'est pas peu dire. À cette époque, l'Angleterre est la première puissance mondiale. Vous comprenez? Si la déclaration Balfour aurait été donnée par le Luxembourg, par exemple, elle aurait eu une toute autre portée dans l'histoire mondiale. Elle serait passée comme… je reste poli. Mais la déclaration Balfour, elle a été déclarée par la plus grande puissance mondiale. Et donc, cette grande puissance mondiale, la première puissance mondiale de l'époque, va influencer, bien sûr, la Société des Nations, qui va décider, qui va dire on est complètement d'accord avec le principe que le peuple juif a besoin d'un foyer national, c'est le terme qui est utilisé en Eretz Israël, et même on va dessiner ses frontières. Et mes amis, peut-être que je vais surprendre certains d'entre vous, les frontières que la Société des Nations propose pour ce territoire qu'ils appellent, eux, la Palestine, correspondent à la carte de l'État d'Israël actuel, plus la Jordanie actuelle. Vous comprenez? Ça, c'est la carte de la Palestine, pas selon les excités qui veulent le grand Israël, pas selon des tas de… Non, ça c'est la carte de la Société des Nations. Et maintenant, malheureusement, 1 an plus tard, lorsque les Anglais déjà adoptent et vont réaliser le mandat britannique que la Société des Nations vient de leur confier, ils vont tout simplement, tout brutalement, tout odieusement, nous priver de toute la rive est du Jourdain, c'est-à-dire de la Jordanie actuelle. Et là, pour moi, c'est l'occasion de dire que la Jordanie est un pays artificiel. C'est un pays qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de racines historiques, et permettez-moi d'ajouter qu'il n'a pas d'avenir non plus, mais ça, c'est déjà une autre histoire. Alors maintenant, lorsqu'on arrive à notre sujet à nous, qui s'appelle le plan de partage
de l'ONU ou de la Société des Nations, alors ce titre-là, il est mauvais. Parce qu'il y a déjà eu un partage. Vous comprenez? Il y a déjà eu un partage lorsque les Anglais se sont permis, contre l'avis de la Société des Nations, contre l'avis du monde entier, okay, de supprimer les 2/3, plus des 2/3 du territoire de la Palestine mandataire qui revenait aux Juifs. Ils se sont permis de créer là-bas un État arabe artificiel qu'ils vont appeler la Jordanie, en prenant des souverains qui viennent du Hejaz, de la lointaine Arabie Saoudite, et ils vont prendre un prince bédouin, ils vont lui dire voilà, tu es ici chez toi. Okay, et donc, on arrive maintenant à notre troisième décision importante, c'est donc ce plan de partage qu'on devrait appeler ce plan de repartage, parce que partage, il y a déjà eu en 1921, lorsque les Anglais ont fait cette ignomie de nous priver des 2/3 du territoire que l'ONU nous avait destiné. Et ce plan de partage, donc, va être pour nous une date très, très importante. Mes amis, très peu de personnes savent que ce qu'on appelle la guerre d'indépendance, en fin de compte, est une succession de 2 guerres. Parce que dès qu'il y a eu le plan de partage à l'ONU, et 33 pays ont voté pour, okay, l'agent juif, qui représentait à l'époque l'État d'Israël qui n'était pas encore né, l'agent juif va remercier la Société des Nations à Tel Aviv. Et je suppose que vous avez vu des dizaines de films là-dessus. Vous vous rappelez, à l'époque, les gens n'avaient pas comme aujourd'hui des écouteurs et des appareils miniatures comme ça où on peut parler. On avait des gros postes de radio. Est-ce que vous vous rappelez ces postes de radio? C'était un meuble carrément. Il devait peser au moins 15-20 kilos comme ça. Et on réglait, on cherchait à écouter Kol Zion, la voix de Sion. Okay? Et on voit tous ces gens de Tel Aviv qui écoutent Afghanistan, no. United States, yeah. Et chaque fois qu'il y a un pays qui dit oui, alors on saute de joie et tout. Je pense que je parle de quelque chose que vous connaissez bien. Okay? Et donc, le plan de partage va être accepté par le côté israélien. Okay? Et la réponse arabe va être la guerre. Et donc, de suite, la première conséquence du plan de partage de l'ONU, ça va être la guerre que vont déclarer les Arabes d'Eretz Israël vis-à-vis des Juifs d'Eretz Israël. C'est une première guerre. Elle va être difficile, mes amis. Elle va durer à peu près 7 mois. Okay? Et c'est le temps qu'il nous faudra pour avoir le dessus et pour éliminer tous les effets néfastes de tous ces knufiot, on dit en hébreu, de toutes ces bandes armées arabes qui semaient la mort et la désolation dans les kibbutzim, dans les villes, spécialement dans les villes mixtes, comme Jérusalem, comme Tibériade, comme Haïfa, où il y avait une grande population arabe. Et la fin de cette guerre-là va correspondre aussi à la fin du mandat britannique. Les Britanniques, on va revenir là-dessus tout à l'heure, les Britanniques sont fatigués de la Palestine. Les Britanniques sont fatigués du comportement des Arabes et aussi du comportement révolté des Juifs. Rappelez-vous, on est au lendemain de la Shoah, on est au lendemain de l'extermination de 6 millions de Juifs, et les Britanniques continuent à pratiquer une politique du 3e livre blanc. On interdit les Juifs de rentrer en Eretz Israël. Il y a des centaines de milliers de Juifs qui continuent à croupir dans les camps en Europe. Bien sûr, ces camps-là ne sont plus régis par des gardiens nazis, mais ils sont encore dans les mêmes lieux. Ils n'ont pas où retourner. Vous connaissez bien sûr l'histoire certains Juifs ont décidé de retourner en Pologne, dans leur village, dans le village de Kotz, je crois. Et là-bas, ils ont subi un pogrom. Ils ont voulu retourner dans leur maison. Les Polonais leur ont dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Donc, vous comprenez que pour des milliers de Juifs, il n'y a pas où aller. Aucun pays n'est pressé d'ouvrir ses portes pour accueillir ces malheureux-là. Et on leur refuse Eretz Israël. Donc, le Yishuv va se révolter contre les Anglais et va organiser une guerre sanglante. Et alors que la Haganah et le Palmar vont essayer de saboter des installations britanniques, l'Irgun
de Menachem Begin et le groupe Stern de Yitzhak Shamir, de Abraham Stern, lui va faire des attentats, et on va arriver à une guerre déclarée contre les Britanniques. Les Britanniques n'en peuvent plus et ils disent à l'ONU, prends ton mandat et fais-en ce que tu veux. Nous, on ne veut plus prendre de responsabilité sur ce territoire de fous. Il faut bien comprendre que, mes amis, en ces temps-là, il y a plus de 100 000 soldats britanniques en Eretz Israël. Écoutez bien ce que je dis, plus de soldats encore que les Britanniques investissent pour gérer toute l'Inde, les Indes. Est-ce que vous voyez la différence? Les Indes, qui a un continent entier, avec moins de 100 000 soldats, les Britanniques ont la main mise sur ce territoire-là. Le territoire immense que représentent les Indes. Et pour ce petit bout de territoire où on n'a même pas la place de marquer le nom sur une carte, les Britanniques vont continuer à entretenir 100 000 soldats. C'est énorme, c'est terrible. L'Angleterre est détruite, rappelez-vous les bombardements allemands, les V1, et on ne rentre pas dans les détails. Et l'Angleterre, pour se reconstruire, a besoin de toutes ses forces vives. Et donc, il y a d'énormes pressions sur eux de laisser tomber la Palestine, de ramener les soldats. Et donc, il y en a qui disent que les Anglais ont fait un coup de bluff. Ils ont annoncé qu'ils voulaient rendre le mandat pour obtenir encore plus de budget de la part des Nations Unies. Il y a des historiens très sérieux qui pensent de cette manière-là. Quoi qu'il en soit, les Nations Unies ne vont pas s'émouvoir outre mesure de la décision britannique, et ils vont dire aux Anglais merci beaucoup, vous avez essayé, vous n'avez pas réussi, bonne chance. Et nous, on va envoyer une délégation de l'ONU constituée par 11 représentants de pays très différents, comme des pays d'Amérique du Sud, l'Australie, l'Iran. Et cette délégation-là va venir en Eretz Israël, et pardonnez-moi que je ne dis pas Palestine, en Eretz Israël, elle va étudier le problème et elle va proposer un plan. Maintenant, cette délégation-là arrive en Eretz Israël et les Anglais continuent à bouder l'ONU, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils sont encore les maîtres des lieux. Ils ne veulent pas rencontrer les gens de la délégation. Les Arabes, exactement la même chose. On a compris que ce plan-là, que cette délégation-là vient préparer un plan de partage. Nous, les Arabes, on ne veut pas entendre parler de partage, donc on n'a aucune raison de rencontrer cette délégation. Et Ben Gurion, dont je salue une fois de plus la clairvoyance, va comprendre que et les Anglais et les Arabes font une erreur terrible, et lui va investir d'une manière extraordinaire pour bien recevoir cette délégation-là. Cette délégation va être, d'abord, chaque membre de la délégation va obtenir un métarem, comme on dit, un interprète. Alors, par exemple, il y a un délégué de Suède. Alors, on va trouver un juif de Suède qui parle bien sûr couramment le suédois et qui parle bien sûr couramment l'hébreu, qui va être le tsamoud, qui va être sans arrêt, comment on dit, associé à ce délégué-là. Un autre délégué vient des Indes. On va trouver quelqu'un qui parle la langue de ce délégué. Un autre délégué viendra du Guatemala. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va les accueillir comme des rois. On va les respecter. On va leur donner les meilleures conditions de séjour ici dans le pays. Et Ben Gurion raconte dans ses mémoires qu'il hésitait entre deux politiques, deux moyens d'action. Est-ce qu'il devait parler moral avec ces gens-là et de leur dire regardez comment on a souffert, regardez l'Holocauste, regardez la souffrance juive ou quoi, et donc la justice, essayer de réveiller leur pitié ou quoi. Il a pensé à une démarche dans cette direction, mais finalement il a opté pour une deuxième démarche. Il a opté pour la démarche faire fleurir le désert. Regardez qu'est-ce qu'on apporte à ce pays. Et effectivement, une fois de plus, Ben Gurion, bingo, il a tapé juste. Et beaucoup des membres de cette délégation avaient effectivement un rapport avec le développement de leur pays, avec l'agriculture de leur pays.
Et quand ils viennent visiter Beth Arava, un kibbutz qui est à la lisière du désert de Judée, un kibbutz où les gens font pousser du gazon dans une région qui n'a vu que des pierres et du sable durant des milliers d'années, alors ces gens-là vont être émus. Ces délégués-là vont être admiratifs, vous comprenez? Et ils vont rédiger un rapport tout à fait élogieux pour la création de 2 États, mais ce qui, le dagesh, l'accent qu'ils vont mettre, c'est avant tout la création d'un État juif, vous comprenez? Et ils n'ont pas suffisamment de mots pour dire à quel point la présence juive en Eretz Israël est bénéfique pour tout le monde. Pour tout le monde. On a affaire à des gens laborieux, on a affaire à des gens qui, pour eux, l'entraide est une valeur première, on a affaire à des gens qui n'ont pas de haine, à des gens tolérants, okay? Et le rapport va être décisif. Et à partir de ce rapport-là, mes amis, l'ONU va décider un plan de partage. Et là, le partage, là aussi peut-être, je vais vous surprendre, c'est pas le partage entre deux partenaires. Le partage, il va se faire entre 3 partenaires. Okay? Alors bien sûr, on va parler de la création d'un État juif aux frontières tellement horribles que j'aurai l'occasion de revenir. La création d'un État arabe avec des frontières plus normales. Et c'est quoi le 3e partenaire? Et l'ONU, dans sa stupidité, dans son manque de clairvoyance, est persuadée qu'elle peut se permettre de garder Jérusalem, rien que ça, Jérusalem et Bethléem, et un couloir qui relie les deux. Et selon le plan de partage, et Jérusalem et Bethléem, et ce couloir qui relie ces 2 villes bibliques, devrait être un État sous gestion de l'ONU. Vous comprenez? Jérusalem est une ville internationale, ben voyons, n'est-ce pas? Okay? Et donc, elle va rester sous contrôle de l'ONU. Mes amis, lorsque ce plan de partage a été exposé dans la société israélienne, je me rappelle, à l'époque, le Rav Tzvi Yehuda Kook de mémoire bénie était encore vivant, et chaque année, il revenait là-dessus. Il nous a dit, quand j'ai entendu le plan de partage, j'ai pleuré. Et je ne comprenais pas comment les gens à Tel Aviv dansaient et étaient heureux, exposés de joie. Et moi, je regardais les frontières que ce plan de partage proposait, et je disais, où est Hebron, la ville de nos patriarches? Où est Shrem, la ville du personnage biblique de Joseph? Ken? Où est Jérusalem, Ken, le Beth Amikdash? Et je ne comprends pas comment des Juifs peuvent se réjouir d'un plan de partage comme ça. Vous savez, beaucoup plus tard, un grand diplomate israélien, M. Abba Evan, je suis sûr que vous avez entendu parler, okay, lorsqu'il parlait de ce plan de partage, il a utilisé une expression lapidaire. Il a dit, ce plan-là nous proposait des frontières d'Auschwitz. C'est-à-dire des frontières qui étaient, il rendait le pays attaquable de tous les côtés. Okay. Encore une fois, je ne veux pas trop m'attarder sur ce plan de partage, tellement qu'il est odieux. Odieux par le dessin de ses frontières et odieux aussi par les populations. L'État juif rikiki qui devait se dessiner devait avoir une population à 60% juive et à 40% yougoslave. Je dis ça en rigolant, bien sûr, vous comprenez? C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez un État où pratiquement la moitié de sa population est une population hostile? Mais là, encore une fois, mes amis, il faut souligner la grandeur de David Ben Gurion. Okay? Et lorsque David Ben Gurion recevait, encaissait les attaques de Menachem Begin, les attaques des Juifs religieux, qu'il disait comment tu peux donner une quelconque reconnaissance à un plan aussi horrible, Ben Gurion répondait de la manière la plus intelligente possible. Il a dit, mes amis, je ne suis pas sûr qu'il disait mes amis quand il parlait à Menachem Begin, mais il disait, enfin, comprenez une chose, ce plan-là, il ne vaut même pas le papier dans lequel il a été écrit. Ce plan-là, il ne vaut rien. Ce que vous devez comprendre, c'est que les frontières de l'État qu'on espère tellement voir le jour dans les jours qui viennent, ces frontières-là seront décidées par la guerre qui va éclater. L'ONU, et Ben Gurion a déjà compris, c'est vraiment une vision prophétique, que l'ONU, c'est comment avait dit De Gaulle, je crois, ce machin, ce truc, avec une expression
plein de mépris. De Gaulle aussi avait compris ça. Et Ben-Gurion l'avait compris bien avant de Gaulle. Il avait compris que cette décision de l'ONU, elle avait quelque chose de bien. Elle donnait une reconnaissance internationale à la création d'un État juif. Ça que les Arabes ont refusé, c'est leur problème à eux. L'ONU, et Ben-Gurion, avec beaucoup de raisons, dit qu'en fin de compte, l'État juif, il n'est pas né dès le moment où moi j'ai fait la déclaration, il est né une année avant. Il est né du fait que l'ONU, ou plus exactement la Société des Nations, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, la Société des Nations a reconnu notre droit à un État juif, à un partage, ou bien comme je viens de vous l'expliquer, à un repartage de la Palestine. Et dans ce partage-là, il y a la place pour un État juif. Moi, Ben-Gurion, ça me suffit. Leur histoire de frontières, vous allez voir à quel point le monde va l'oublier. Parce qu'ici, au Moyen-Orient, l'histoire, elle va très, très vite. Et ce détail du dessin des frontières, il va être complètement oublié. Et aujourd'hui, mis à part les malheureux élèves à l'État d'Israël qui doivent connaître ce sujet-là pour leur interrogation ou pour leur bac d'histoire, se rappeler de ce détail-là, plus personne ne fait attention à ce détail-là, tellement il est futile, tellement il est stupide et tellement il n'a eu aucune conséquence dans le déroulement historique des événements en Eretz Israël. Et donc, cette délégation-là va écrire ce plan de partage. Mais dans ce plan de partage, une fois qu'il va être voté à l'ONU, il pouvait pas se contenter d'une majorité normale. C'est-à-dire, je suppose qu'il y avait à peu près une cinquantaine de nations à l'ONU. Il y a eu 33 pour, je crois, 10 ou 11 contre et une abstention, je crois, un délégué qui était absent. Même moins que 50 représentants à l'ONU à cette époque-là. Maintenant, pour que ce plan de partage soit accepté, mes amis, il fallait une majorité des 2/3. Et pourquoi c'était pratiquement impossible? Parce que dès que la Seconde Guerre mondiale se termine, va commencer une Troisième Guerre mondiale. Est-ce que quelqu'un comprend à quelle guerre je fais allusion? À la guerre froide. Et très très vite, le monde va de nouveau se scinder en deux. Les pays qui sont sous l'obédience de l'Union soviétique, ce qu'on va appeler le bloc de l'Est, le bloc communiste, et les pays qui vont être sous l'obédience des États-Unis, le bloc occidental, le bloc libéral, tous les mots sont justes. Mais maintenant, les cartes, elles ont été un peu brouillées, parce que vraiment, pratiquement au dernier moment, la veille du vote de l'ONU, l'Union soviétique, leur délégué, Andrei Gromyko, pour ceux qui se souviennent, Andrei Gromyko va faire une délégation, il va faire une déclaration sioniste. Les gens, ils vont se demander s'il n'a pas fumé le tapis, comme on dirait dans Taxi 2. Et on ne comprend pas. Eux qui ont toujours pris des positions tellement anti-sionistes, aujourd'hui, Gromyko, il veut rappeler les droits du peuple juif et tout. Il va même surprendre le bloc communiste. Mais d'une manière générale, c'était très difficile d'obtenir une majorité de 2/3 parce que déjà le monde est redécoupé, 50% communiste et 50% capitaliste ou occidental. Mais il y a une région du monde qui va être encore, qui se cherche, c'est l'Amérique du Sud. Et si vous faites attention, parmi les 33 pays qui ont appuyé, qui ont accepté et voté pour le plan de partage, il y a 11 pays d'Amérique du Sud. C'est beaucoup, c'est énorme. Maintenant, l'information que je vais vous dire, vous la trouverez dans aucun livre. Quand on était étudiant, et encore une fois, je salue notre ami Avi qui nous regarde, il se rappelle qu'on avait l'habitude d'aller voir un grand monsieur qui s'appelle le professeur Israël Eldad, et on allait chez lui à la maison, il avait la gentillesse de nous recevoir, la patience aussi surtout, de répondre à nos questions. Et un jour, Israël Eldad m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, Eliaou, il n'y a pas de document là-dessus, mais je te jure que c'est vrai, je te certifie que c'est vrai. Ces pays-là d'Amérique du Sud avaient beaucoup de sympathie pour l'initiative sioniste. Maintenant, ce sont des pays très catholiques. Et lorsque
la délégation juive à l'ONU, là aussi un petit détail cocasse, il n'y a pas encore d'État d'Israël, donc on ne peut pas les appeler la délégation israélienne. Vous savez comment on l'a désignée? Écoutez bien, la délégation palestinienne. Ça montre à quel point que tout ce problème palestinien, il est artificiel, il est faux, il est construit de toutes pièces. Donc là, cette délégation de délégués qui représentait le Yishuv, la communauté juive d'Eretz Israël, mais du fait que l'État d'Israël n'est pas encore né, on continue de l'appeler de ce nom stupide de Palestine. Donc cette délégation-là, elle s'appelait la délégation palestinienne. Et Israël Eldad me dit, tous ces délégués-là, extraordinaires, un plus que l'autre. On va commencer par rendre hommage à Abba Eban, qui était à l'époque très très jeune, un diplomate brillant qui parlait une dizaine de langues et qui était vraiment une carte forte entre les mains du projet sioniste. Alors cette délégation palestinienne, c'est comme ça qu'on l'appelle, ils sont partis convaincre 11 pays d'Amérique du Sud qui avaient beaucoup de sympathie pour le projet sioniste, mais ces pays d'Amérique du Sud leur ont dit, écoutez, nous sommes des pays très catholiques. Et l'idée que des Juifs peuvent contrôler le tombeau du Christ, c'est une idée qu'on aura beaucoup de mal à faire passer dans notre opinion publique. Alors, et écoutez bien la suite, mes amis. Si vous vous engagez à laisser le quartier juif de Jérusalem entre les mains jordaniennes, alors vous avez notre promesse qu'on vote pour vous. C'est énorme. Je suis conscient que ce que je dis, c'est énorme. Encore une fois, il n'y a pas de document écrit là-dessus. Maintenant, tous les historiens, spécialement les historiens militaires, qui retracent, qui essaient de recomprendre les événements militaires de la guerre d'indépendance, sont tous d'accord pour dire qu'il y a eu quelque chose qui cloche au niveau du quartier juif de Jérusalem et que on n'a pas mis tout le paquet. Pour parler poliment, sans vouloir, on aurait pu faire mieux en ce qui concerne Jérusalem et que si Israël Eldad dit vrai, Jérusalem, le quartier juif de Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, aurait été le prix qu'on a dû payer pour avoir le soutien de ces 11 pays d'Amérique du Sud qui ont fait la décision. Parce que grâce à ces 11 pays, on a atteint le chiffre de 33 nations qui ont opté pour la décision. Une autre anecdote que je tiens d'un de ces diplomates. À l'époque, il s'appelait Eliyahu Epstein. Par la suite, quand il va devenir un diplomate, un vétéran et plus tard un professeur d'université, il va changer son nom en Eliyahu Eilat. Eilat, ça nous rappelle des bons souvenirs toujours. Et Eliyahu Epstein nous raconte l'anecdote suivante que vous pouvez retrouver. Je suppose que vous vous rappelez qu'au lendemain de la guerre de Kippour, en France, sous la direction de Joseph Kessel, est sortie une série de feuilletons comme ça, de fascicules qui s'appelaient Les miroirs de l'histoire, les combats d'Israël. Soyez gentils, faites-moi oui de la tête si vous vous rappelez de... C'est une collection extraordinaire, Les miroirs de l'histoire, les combats d'Israël, et c'était sous... Le rédacteur général, c'était Joseph Kessel. Et dans un des miroirs de l'histoire, on interviewe Eliyahu Eilat, Epstein à l'époque, et il raconte la chose suivante. Il nous dit, mes amis, moi j'étais à New York la semaine où l'ONU a décidé qu'elle va présenter son plan de partage. On ne peut pas imaginer l'émotion qui avait saisi la communauté juive à cette époque-là. Rappelez-vous, on vient de sortir de la Shoah. On vient de sortir de la plus grande catastrophe de l'histoire humaine. Et cette génération qui a vu le mal dans toute sa splendeur, est-ce que c'est la même génération qui va assister à la résurrection d'Israël? C'est quelque chose d'impensable. C'est quelque chose qui a des dimensions qu'on est incapable de jauger, de comprendre. Et il nous dit, par exemple, les synagogues à cette époque-là, on ne fermait pas la synagogue. Vous savez, comme dans les usines où on produit des choses très, très importantes, il y a les 3-8. On ne ferme pas l'usine. L'usine, elle produit tout le temps. Pareil pour les synagogues. Il y avait des gens qui disaient Tehillim, il y avait des gens qui étudiaient Perkei Avot, quoi. Tous les jours, il y a des manifestations devant l'ONU, avec des affiches comme ça.
pitié, votez pour un État juif. On vient de perdre 6 millions de nos frères. La morale exige que... Mais c'était une émotion extraordinaire. Et cette émotion, mes amis, elle n'a épargné personne. Et là, j'arrive à l'anecdote de Eliyahu Eilat. Eliyahu Eilat nous raconte, on est à 4 ou 5 jours du vote. Ma secrétaire rentre dans mon bureau, elle est complètement affolée. Elle me dit, monsieur Eilat, il y a une personne qui veut vous voir. Il lui dit, ok, aucun problème, pourquoi vous tremblez comme ça, qu'est-ce qui se passe? Alors elle se rapproche de lui, elle dit, je crois que c'est un bandit. Alors Eliyahu Eilat, il est complètement époustouflé, il dit, ben, faites entrer le bandit. Et Eliyahu Eilat nous dit, effectivement, l'homme y rentre. Moi, mes amis, moi, je n'ai pas assisté à la scène, vous m'excuserez, mais je me rappelle de l'épisode en France, vous vous rappelez cet épisode, Les Incorruptibles, Al Capone et tous ces Ken, vous vous rappelez la tenue des bandits avec le feutre, le costume croisé avec des rayures comme ça, et il y a ici, derrière la veste, il y a ici un petit renflement, c'est pas un livre de Teilim qu'il a ici, c'est quelque chose d'autre, Ken. Alors, Eliyahu Eilat nous décrit exactement le même type de personnage qui rentre. Et le type, il s'assoit, et il se présente. Je suis le représentant de la pègre juive à New York. Et Eliyahu Eilat, il le regarde, il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il est complètement désorienté. Et ce représentant de la pègre juive, il lui dit, écoutez, on est juifs nous aussi. Et nous aussi, notre cœur, il tremble à l'idée que on est au bout du chemin, que dans quelques jours, peut-être qu'il va y avoir un État juif. Et on veut faire quelque chose. Et on veut faire quelque chose. Et il me parle et il donne un coup de poing sur la table. On veut faire quelque chose. Et Eliyahu Eilat, il essaie de le calmer. Il lui dit, écoutez, je suis très ému. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et ce représentant de la pègre, il reprend ses esprits, il reprend son calme. Il lui dit, écoutez, je vais vous poser quelques questions, vous allez répondre à ma question. Il lui dit, est-ce qu'on sait déjà que certains délégués de pays vont voter contre le plan de partage? Et Eliyahu Eilat, il lui dit, oui, vous avez raison. On connaît d'avance la position de beaucoup de pays. Et effectivement, beaucoup de pays vont essayer de s'opposer à la création de ce plan de partage. Notre bandit continue ses questions. Il lui dit, est-ce que si les délégués de ces pays-là n'arrivent pas à l'ONU le jour du vote, n'est-ce pas que c'est bon pour Israël? Et Eliyahu Eilat, il dit, à ce moment-là, j'ai commencé à transpirer. Je ne savais plus où me mettre. Mais il m'a dit, mon interlocuteur était quelqu'un d'intelligent. Très, très vite, il me rassure. Il me dit, rassurez-vous, il n'y aura pas de sang qui coule. Mais comprenez une chose. Ici, à New York, on fait ce qu'on veut. Vous me dites, aujourd'hui, le délégué égyptien qui se trouve à l'hôtel Hilton, il va rentrer dans son ascenseur. L'ascenseur va être en panne pendant 8 heures. On ne va pas comprendre d'où vient la panne. C'est terrible pour lui. On va faire venir les meilleurs techniciens au coin. Il va taper comme un fou. Et ça va nous prendre 8 heures pour comprendre la panne. Et dans 8 heures, on le libère. Le délégué de la Pologne, Ken, va rentrer dans son taxi. Il va dire au chauffeur Nations Unies. Le chauffeur, il est un peu sourd, il ne comprend pas bien. Il va l'emmener à Miami, sur les bords de la plage, comme ça et tout. C'est des erreurs qui arrivent. Il dit, comprenez bien, ici à New York, on peut tout faire. On peut tout faire. Juste, donnez-nous un tafkid, donnez-nous un rôle. On ne peut pas supporter cette attente sans rien faire. Et Eliyahu Eilat, il finit sur cette phrase tellement touchante. Il nous dit, moi je ne suis pas un homme religieux. Moi, comme beaucoup de juifs russes à ma génération, jusqu'à l'âge de 6-7 ans peut-être, on a été au Talmud Torah, et après très très vite, on est parti militer dans des mouvements socialistes, on s'est complètement déconnecté de la religion. Mais il dit, il y a une chose que je me rappelle de ces années de Talmud Torah, c'est notre rabbin qui nous expliquait un passage de Shir HaShirim. Dans le Cantique des Cantiques, il y a un très beau passage qui dit, c'est le berger qui vante la beauté de sa bergère, et il lui dit Rakater kemorimon. Ça veut dire tes temples me font penser à la grenade. Alors les différents mefarshim, les différents exégèses de la Bible nous disent qu'à cette époque-là, il faut croire qu'il y avait un bijou que les femmes mettaient autour de la tête, et avec des perles ici qui rappelaient un peu les graines de
la rimone, de la grenade. Okay? Et maintenant, bien sûr que d'autres exégèses vont donner une signification plus spirituelle. Rakater, qui veut dire les tempes, okay? Rappelle aussi le mot reka, c'est-à-dire vide. C'est-à-dire, très souvent, pour parler d'un juif qui a rejeté complètement les mitzvot, alors on parle de lui comme quelqu'un de rek, de vide. Alors, ces interprétateurs de la Bible vont dire la chose suivante: même les personnes qui te semblent les plus vides de mitzvot, comme ce bandit qui est en face de moi, si tu grattes un peu, alors tu trouves chez lui tellement de qualité, tellement de générosité, autant qu'il y a de grains dans le fruit qu'on appelle la grenade. Rakater kemorimon. Alors il dit, quand j'ai eu ce bandit devant moi, au début il m'impressionnait, il a tapé sur la table, je voyais son revolver, j'avais peur de lui, il me dégoûtait à la limite, et aujourd'hui je vois un petit garçon qui supplie, il veut être présent lors de la renaissance de l'État d'Israël. Et Baruch Hashem, Eliyahu Elat nous dit, Baruch Hashem, on n'a pas eu besoin de ça. Il nous dit, je ne peux pas l'oublier. Je ne veux pas l'oublier. Et on sait très très bien que ce plan de partage va continuer la démarche historique qui va nous amener à l'indépendance. Okay? Ce plan de partage, comme je viens de le dire, va provoquer la colère des Arabes d'Eretz Israël. Et donc ça va être ce que j'appelle la première guerre d'indépendance. C'est-à-dire que le Yishuv, on n'a pas encore d'État juif. Okay? Les Anglais se retirent. Ben Gurion, encore une fois, avec une vision du monde quasiment prophétique. Il est conscient que lorsque les Anglais se retirent et qu'il n'y a pas de patron pour la terre d'Israël, il doit vite combler le vide. Parce que s'il attend, s'il hésite, et il faut savoir, mes amis, que sur les 9 personnes qui constituaient le gouvernement provisoire, 4 étaient contre la déclaration d'indépendance, parce qu'ils étaient persuadés que nous ne sommes pas prêts à subir une guerre avec les Arabes. Encore une fois, le peuple juif est au plus bas. On est au lendemain de l'Holocauste. Mais mes amis, une fois j'ai assisté à la conférence du père d'un de mes officiers à l'armée, qui était lui-même un officier à l'époque de l'indépendance. Il nous expliquait qu'il recevait, il n'avait pas de soldats, il recevait les nouveaux émigrants et on lui disait, tu vois, prends ce groupe-là, voilà, c'est ta marlaka, c'est ton détachement, ce sont tes soldats. Et il nous disait, j'avais même pas une langue en commune avec ces gens-là. Vous comprenez? Ça c'est la condition du Yishuv. C'est quelque chose d'impensable. Et je suis parti à la guerre avec des soldats qui ne comprenaient pas mes ordres et dont je ne comprenais pas leurs remarques. C'est la condition du Yishuv. Donc pour beaucoup de personnes, la décision de Ben Gurion frise le suicide. Et Ben Gurion est persuadé que c'est le moment où il faut déclarer l'indépendance. Donc la déclaration de l'ONU va provoquer la colère des Arabes d'Eretz Israël, okay? Et ils vont sortir en guerre contre nous. Ils vont faire des attentats, ils vont attaquer les Yishuvim, les villages juifs isolés, ils vont faire des attentats dans les villes mixtes, quoi. Et Dieu merci, au bout de 6 mois, on a réussi à prendre le dessus. Okay? Les Anglais se retirent comme il avait promis, et Ben Gurion, dans la même journée, là aussi pour la petite histoire, les Anglais, le jour du départ des Anglais, c'était un Shabbat. Okay? Et donc Ben Gurion aurait dû attendre le Shabbat pour faire la déclaration d'indépendance. Mais encore une fois, la vue historique de ce grand homme, il a dit, même moi qui ne suis pas religieux, je ne veux pas qu'un événement aussi important que la déclaration de l'État juif se fasse en violant la sainteté du Shabbat. Alors il va prendre beaucoup de risques, il va déclarer l'indépendance d'Israël le vendredi à 14h à Tel Aviv, alors que les Anglais sont légalement encore les maîtres des lieux. Vous comprenez? Et là aussi, c'est la petite histoire, mais ça montre encore une fois la grandeur du personnage. Okay? Et donc, les Anglais se retirent le lendemain, et vraiment, 1 heure après la déclaration d'indépendance, 5 pays arabes vont déclarer la guerre à l'État d'Israël. Et c'est ce que j'appelle, moi, la deuxième guerre d'indépendance.
Vous comprenez? Et à tort, je crois, on désigne cette guerre-là sous un même nom, la guerre d'indépendance. Je pense qu'on aurait mieux fait de préciser qu'il y a là 2 guerres successives. La première contre les Arabes d'Eretz Israël, qui était une guerre difficile, mais relativement à celle qui va suivre, elle aura été très facile. Et la deuxième guerre, elle va être contre 5 armées arabes, avec des armées sadirs, je ne sais pas comment on dit en France, des armées régulières, avec des armées qui ont des chars, qui ont des aviations, alors que ici, l'armement de Tzal qui vient de naître est tout à fait ridicule. Et cette guerre-là va être beaucoup plus meurtrière, beaucoup plus longue. Et c'est la deuxième guerre d'indépendance qui va être la conséquence de cette déclaration de l'indépendance. Voilà, mes amis, en quelques mots, j'ai essayé de vous résumer les déclarations importantes qui ont marqué, qui ont été les étapes importantes de la rédemption d'Israël. Ça a commencé par la déclaration Balfour, avec tout ce qu'elle comporte comme contradiction, comme mystère et comme préjugé historique. La deuxième, ça va être la conférence de San Remo, qui fixe les frontières de l'État d'Israël telles que je vous l'ai dit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, les membres du Bétar ou de l'Irgun ou du Likoud, Likoud, je ne suis pas sûr aujourd'hui, mais du parti Kherout de Menachem Begin, leur symbole, c'était l'État d'Israël avec ce qu'ils appellent Shte Gedot la Yarden, les 2 rives du Jourdain. La troisième, ça va être, le troisième déclaration importante, ça va être ce plan de partage de l'ONU, ou le plan 181. Et la quatrième qu'on vient d'évoquer comme ça, en quelques mots, ça va être la déclaration d'indépendance. Et Baruch Hashem, depuis, on a un État d'Israël qui se fortifie de jour en jour. On a un État d'Israël qui transforme le Moyen-Orient aujourd'hui en une région de paix et de collaboration. Et surtout, mes amis, on a un État d'Israël qui vous attend avec beaucoup d'impatience. Venez ici, installez-vous avec nous et renforcez le pays. Je vous remercie pour votre patience. Et Eliaou, merci beaucoup. Patour, Vélo Cloum, on ne peut pas être exempté d'aucune question. Alors, on a quand même, bien que je crois que tu as… Maintenant, les questions arrivent, donc j'espère que ça ne sera pas trop tard, mais enfin, on va essayer de répondre à une ou deux. Apparemment, tu as été très complet et très large sur tout le processus. On a une question, est-ce que l'on sait pourquoi l'URSS et la France ont voté oui, si j'ai bien lu la question. Y avait-il une arrière-pensée, surtout dans le vote de l'URSS? Oui, l'URSS voulait à tout prix chasser l'Angleterre du Moyen-Orient. C'était son intérêt premier. Et souvent, on va entendre parler de cette expression-là. L'URSS veut avoir un accès dans les mers chaudes. Elle voulait avoir un accès en Méditerranée. C'est ce qui explique aujourd'hui la politique de Poutine en Syrie ou quoi. Pourquoi Poutine continue à maintenir vivant un pantin comme Assad. Et pour eux, c'est quelque chose de très important. Et Dieu merci, là encore une fois, la grandeur de Ben Gurion. Il a salué le geste de l'URSS, mais il a très vite expliqué que l'avenir de l'État d'Israël se conçoit dans le cadre d'un bloc libéral et pas du tout dans le cadre communiste. C'est très courageux de la part de Ben Gurion. J'ai un trou dans ma formation. La France s'est abstenue à voter pour. Non, la France a voté pour. Là aussi, il y a eu des pressions qui ont été exercées sur elle. Et aussi plein d'histoires cocasses, par exemple. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait une marque de pneus qui s'appelait Firestone, ou peut-être il faut dire Firestone. Vous vous rappelez cette marque de pneus là, comme aujourd'hui il y a Michelin ou je sais pas. Alors Firestone, c'est le nom d'un homme d'affaires juif qui avait énormément. À l'époque, le caoutchouc se faisait à partir d'une plante qui poussait en Afrique, dans le pays du Libéria. Et le Libéria était déjà membre des Nations Unies, et le Libéria avait annoncé qu'il voterait contre le plan de partage. Et on raconte que Firestone va lever un téléphone et va avoir le président du Libéria au bout du fil, et il va lui parler d'une manière très grossière, je ne reviendrai pas sur les termes qu'il a utilisés, et il va lui dire que si lui, il ne donne pas à son délégué l'ordre de voter pour le plan de partage, alors lui, Firestone, il viendra
au Libéria, il prendra le président par l'oreille et il le mènera jusqu'à l'ONU pour que le Libéria approuve l'existence de l'État d'Israël. Et de tous les côtés, il y a eu des pressions, mes amis, que ce soit clair. Aujourd'hui, des fois, on entend des réponses, par exemple, vis-à-vis des accords de paix qui ont été signés avec les Émirats arabes, avec le Bahreïn, ou qui vont être signés peut-être avec le Soudan et tout. On dit oui, mais on a mis des pressions, mes amis, ne soyez pas naïfs. Tous les accords de paix, tous les accords politiques, depuis que le monde est monde, sont les conséquences de pression. Et celui qui presse le plus intelligent, le plus intelligemment, le plus fort, des fois ou quoi, alors c'est lui qui a gain de cause. Rien n'est fait les Shem Shamaim, c'est-à-dire parce que notre partenaire a des beaux yeux. Taraba Eliaou, merci beaucoup. Vraiment, je crois qu'on a bien fait de marquer ce 29 novembre 47 et qu'on continuera à le marquer parce que je crois que nous sommes un pays qui a une petite géographie et une très grande histoire, une histoire très riche. Et toutes les petites anecdotes que tu as bien voulu nous amener nous ont permis un petit peu de mieux comprendre. En tout cas, le public te remercie. Tu regarderas le chat. C'était passionnant, très intéressant. Nous continuerons à faire appel à toi et nous continuons demain à 20h, heure de Paris, pour non, un épisode 19h, pas moins… 19h, 19h, pardon. 19h, excuse-moi, parce que je vis en Israël. 19h, heure de Paris, avec Michael Greenspan. Pour les gens qui le connaissent et les gens qui ne le connaissent pas, je vous appelle à venir l'écouter, qui a fait un film très particulier sur les Juifs arabes, l'histoire oubliée. Il a fait d'autres films sur une personnalité très importante qui s'appelle M. Shoshani, pour ceux qui connaissent. Donc, Michael Greenspan en direct de Tel Aviv, demain à 19h, heure de Paris. Je vous invite à vous brancher. Je remercie Yasmine, qui est toujours aussi vive et à la pointe de l'organisation de ces conférences. Naftali, mon collègue, dont j'ai pris le téléphone à l'instant pour vous saluer. Et surtout, Eliaou Atlan, qui a bien voulu se libérer ce matin, jour de reprise des classes en Israël après un long confinement des lycées, pour venir nous parler du café de Nuremberg. Toda rabba lekoulam ve shavua tov. Bye, toda rabba. Toda rabba, Eliaou, shavua tov, bye. Toda, shavua tov, Yasmin. Bye. Bye.